Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la censure au cinéma et de comment est-ce que la censure a pu évoluer au fil de plusieurs décennies. Avant toute chose, je vous remets la frise chronologique des points forts du cinéma, mettez pause si vous avez besoin. Je vous remets aussi en lien dans la description une super liste sens critique de l'histoire technique du cinéma. Et comme pour le premier épisode, je parlerai surtout de la France, mais avec un crochet par les États-Unis, histoire de comparer un peu le modèle français. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, histoire que j'en refasse plus sur d'autres pays. La censure naît avec le cinéma et s'institutionnalise réellement dans les années 1910. Avec la libéralisation des sociétés occidentales à partir des années 60 et 70, elle a évolué vers la classification des films selon des tranches d'âge préétablies, à titre obligatoire ou de simples recommandations. Cela change notamment en France par un décret de 1975 du secrétaire d'État à la culture de l'époque, Michel Guy, qui supprime la censure des films violents ou pornographiques au cinéma. On a donc plusieurs types de censure. La plus spectaculaire reste l'interdiction, où le film aboutit, mais ne sort pas en salle, pour une durée limitée ou à jamais. La plus radicale consiste à la destruction du film, et parfois même de ses auteurs. Ainsi, la pellicule disparue à jamais ne pourra jamais être montrée en underground. Cette technique ne marche plus à l'heure du digital, où chaque film a une, si ce n'est des dizaines de copies. Et puis on a les autres techniques, coupure au milieu des scènes inappropriées selon le censeur, modification des dialogues lors du doublage étranger, ce sont des techniques a posteriori. A priori, il y a aussi le refus de financement et ou d'autorisation de tournage qui peuvent être couplés à de grosses embûches au niveau administratif et dans la presse. On peut par exemple parler du film comme étant décadent, comme s'il allait pervertir la jeunesse, pour inciter les parents à empêcher leurs enfants d'y aller. Tant de manières d'empêcher un public de voir un film dans son entièreté. Aujourd'hui, plus tant de la censure que de la classification, les petits logos déconseillés au moins 2 à la télévision et surtout les interdits au moins 2 au cinéma qui se réservent le droit de vérifier l'âge du public en salle. Aujourd'hui, pour qu'un film sorte en France, il faut qu'il ait l'autorisation du ministère de la Culture qui va approuver ou non le film et lui donner le cas échéant une classification en se basant sur une recommandation du CNC, donc du Centre cinématographique de cinéma et de l'image animée. Dans certains cas extrêmes, les films peuvent recevoir la classification de film pornographique, ce qui rendra sa sortie en salle immensément plus complexe. La classification est telle que U, ça veut dire tout public, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, ou encore l'extrême classification, l'interdiction. Dans les exemples récents de classification qui ont posé problème, on retrouve Antichrist de Lars von Trier, dont le Conseil d'État a confirmé l'interdiction aux moins de 18 ans en 2009, ainsi qu'évidemment Baise-moi de Virginie Despentes. D'abord distribué en France avec une interdiction aux moins de 16 ans, le film est ensuite classé X quelques jours après sa sortie, avant de voir sa classification à nouveau revue par les autorités. L'affaire entourant ce film a en effet eu pour conséquence la parution du décret du 12 juillet 2001 qui permet au ministère de la Culture d'interdire un film aux moins de 18 ans sans toutefois l'inscrire sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence. Certains posent la question de l'utilité d'un moins de 18 ans au XXIe siècle, étant donné qu'il a été prouvé et confirmé qu'à partir de 16 ans, les adolescents ont la maturité et la distance critique nécessaires à l'égard des images de sexe et de la violence au cinéma. Ces mêmes personnes arguent que le moins de 18 ans est en fait un garde-fou idéologique à visée moraliste qui, in fine, infantilise le spectateur et fragilise la liberté de l'art. Ce n'est donc plus une véritable censure comme au temps de la restriction de la liberté d'expression, mais une censure en filigrane qui admet l'interdiction des films sous couvert de danger pour les plus jeunes, étant donné que les grands distributeurs ne se donnent pas la peine de distribuer des films interdits aux moins de 18 ans, puisque cela ne représente pas un projet rentable. Il en va de même pour la télévision, qui ne peut diffuser des films interdits aux moins de 18 ans. De nos jours, 85% des films sont classés tout public, 7,5% sont interdits aux moins de 12 ans, seulement 2% aux moins de 16 ans, et rares sont ceux interdits aux moins de 18 ans. Cela reste donc un phénomène à nuancer, loin de la censure d'antan. Si on arrive à une certaine forme de comparaison avec les systèmes des États-Unis, le système de la MPAA, donc de la Motion Picture Association of America, a été établi en 1968 avant d'être révisé en 1990 pour atteindre ceci. G pour tous les âges, PG PG pour les parents qui devraient faire gaffe, donc c'est Parental Guidance, PG-13 c'est pour les moins de 13 ans, c'est déconseillé aux moins de 13 ans, Rated R qui est donc une restriction aux plus de 17 ans ou alors les moins de 17 ans mais accompagnés par des personnes majeures. Et enfin NC-17 pour les adultes de plus de 17 ans seulement. Aux États-Unis, les films ont aussi tendance à être jugés scandaleux plus facilement qu'en France et les lobbies d'associations familiales et parentales font beaucoup pression, ce qui renforce l'idée que nous sommes dans une société américaine puritaine.
À titre d'exemple, des films comme Taxi Driver, Eyes Wide Shut ou encore plus récemment 50 Shades of Grey n'avaient reçu que des recommandations moins de 12 ans en France, là où aux États-Unis ils étaient rated R, donc interdits aux moins de 17 ans sauf accompagnés. Si on remonte un peu dans le passé, le Code Hayes a régi la censure aux États-Unis pendant plusieurs décennies. Le sénateur du même nom impose en 1930 un code de conduite qui sera appliqué jusqu'en 1966 et qui interdira la réalisation de films portant atteinte aux valeurs morales des spectateurs, selon ses mots. Seuls des standards corrects de vie, soumis aux exigences du drame et du divertissement, seront présentés. Le texte est rédigé par des jésuites et des prêtres catholiques et empêche la diffusion de crimes, de sexe ou de violence, alors qu'il prône la décence, selon leurs mots, la patrie et la religion. C'est alors que des personnages comme Betty Boop changent et deviennent des jeunes filles rangées, bien habillées, chemisiers stricts et jupes en dessous du genou. Les scénarios aussi changent et le libertinage disparaît des écrans. Hitchcock aura été un des réalisateurs à le plus contourner le Code Hayes en travaillant les non-dits tendancieux. L'exemple le plus fameux est celui de La Corde, film qui sous-entend une relation homosexuelle entre les deux héros. Le Code Hayes est abrogé et laisse alors place à une décennie 1970 du Nouvel Hollywood, marquée par l'envie de sortir de ce code et des codes de manière générale, avec les génies notamment de Martin Scorsese, Brian De Palma ou encore Francis Ford Coppola. Autre période sombre de la censure américaine, le McCarthyisme, où des piliers du cinéma comme Charlie Chaplin ont été exilés lors de la chasse aux sorcières pratiquée par l'État américain, pourchassant tous ceux qui se rapprochaient de près ou de très loin de la gauche un peu trop marxiste à leur goût. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés en Europe, loin des accusations communistes de l'Amérique. Enfin, la période des années 2000 avec l'influence du président Bush marque un retour de la société puritaine, surtout post-attentat du 11 septembre. Les États-Unis sont secoués et ne veulent plus voir la violence à l'écran. Bon nombre de films ne sortent pas, ou plus tard, ou sont alors changés, notamment une certaine scène dans Spider-Man, suite aux événements tragiques du 11 septembre, par peur de choquer à nouveau l'Amérique. En conclusion, on peut dire que les systèmes de censure ont été créés à peu près en même temps que le cinéma, ce qui induirait que la censure est vouée à évoluer avec le cinéma et la société. On observe néanmoins à travers les décennies que la censure, plutôt que de disparaître, s'habille différemment et se fait plus sournoise. Loin de ses débuts, elle est tout de même encore présente, et le débat continue sur la légitimité ou non d'un État d'empêcher la diffusion d'une œuvre d'art si celle-ci peut en choquer certains. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'attends vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous retrouve quant à moi vendredi prochain si tout se passe bien et si l'école ne m'a pas tué, et je vous dis à très vite sur Instagram et sur YouTube.